Paso directamente a presentar a nuestra primera ponente, a Cécile Godefroy, que ha estado muy vinculada con la exposición. Desde el principio, ella tiene una historia de relación con Sonia Delaunay que no sé a cuándo se remonta, pero desde luego a muchísimos años, porque ya durante su final de su trabajo de fin de carrera se dedicó a las fotografías de moda de Sonia Delaunay. Después hizo el doctorado sobre Sonia Delaunay, luego que se tradujo en una publicación que vio la luz en 2014. Fue la cocomisaria de la gran exposición retrospectiva que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París y luego en la Tate, en la que verdaderamente se dio un golpe en la mesa y se dijo: miren quién es esta mujer y qué es lo que hizo. Fue como una gran revolución en la manera que tenemos de mirar a Sonia Delaunay. Y ha sido muy importante para el proyecto porque, como ha dicho Paloma, ha escrito en el ensayo, pero también ha ofrecido su colaboración desinteresada para orientarme durante toda la preparación. Hay una cosa que se puede destacar del mundo Sonia Delaunay, en el que me he estado moviendo estos meses, y es la generosidad que hay en todo el mundo que se dedica a ella. Hay como un deseo de ayudar a que se difunda, que se respira y que hace que sea muy agradable trabajar con estos historiadores, estos especialistas, y desde luego le doy las gracias especialmente en esta ocasión a Cécile. Ahora mismo, en su apabullante currículum, destaca su dedicación a la figura de Picasso. Ha participado en la exposición que celebró en 2016 el Museo Picasso de París sobre Picasso y la escultura, y está preparando una exposición para 2020 sobre Picasso y la música en la Philharmonie de París, que estamos expectantes de conocer. Pero ahora le damos paso para que nos introduzca en esta figura que fue Sonia Delaunay y en su métier simultané, ¿no? en los primeros años del simultaneísmo. Muchas gracias, Cécile. Bonjour, merci beaucoup Martha pour cette introduction. Merci infiniment à vous et à vos équipes, et en particulier Laetitia Descos-Martin, pour l'organisation de cette journée d'études. Je suis particulièrement ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cette journée d'études consacrée à Sonia Delaunay, et très honorée d'inaugurer cette matinée. J'ai choisi donc aujourd'hui de centrer cette communication sur la notion de métier simultané qui, dans les textes, dans les écrits de Robert Delaunay, porte plus particulièrement sur la période 1912, 1930, voire 1935, mais qui, dans sa définition et dans les usages qu'en a fait Sonia Delaunay, couvre à peu près toutes les périodes de l'artiste. Donc il s'agit, au travers de cette double notion, de balayer en quelque sorte tout l'œuvre de cet artiste et de poser un certain nombre de questions qui sont liées en particulier à ses origines russes, donc une Russe à Paris, qui a, en dehors des 7 années passées entre le Portugal et l'Espagne, quasiment vécu toute sa vie en France, à Paris, d'une artiste femme et d'une femme d'artiste. Donc cette question du double statut est cruciale pour comprendre aussi les engagements de Sonia Delaunay et sa place dans l'histoire du modernisme du XXe siècle, un modernisme dominé par la figure masculine,
Donc nous aurons l'occasion d'en parler et peut-être d'échanger ensemble sur ces notions. Et puis bien sûr, la question centrale qui fait l'objet de cette exposition, c'est la question de la synthèse des arts. Cette quête poursuivie par Sonia Delaunay dès les premières années et suivant un engagement tout à fait particulier, singulier et, je crois, profondément moderne. Donc, pour traiter ces questions, j'ai choisi de revenir au début, aux sources, pour évoquer notamment les origines russes de Sonia Delaunay, qui sont à souligner, car elles sont constituantes de cette quête de synthèse dont je viens de parler et dont je vais parler davantage pendant cette communication. Donc, Sonia Delaunay naît sous le patronyme de Sarah Stern en 1885 en Ukraine. L'Ukraine est à cette époque une province de la Russie impériale et la jeune fille va quitter cette province de Russie vers l'âge de 5 ou 7 ans pour rejoindre la grande ville occidentale qui est Saint-Pétersbourg parce que son oncle maternel va la prendre en charge et s'occuper de son éducation. Donc de Sarah Stern, la jeune fille d'origine juive, devient Sonia Terk et quitte donc une province un peu paysanne pour rejoindre une ville et un milieu bourgeois très cultivé où elle va donc s'ouvrir à différentes cultures, la culture russe bien évidemment, mais aussi la culture occidentale, favorisée par les nombreux voyages que son oncle et sa tante lui offrent donc en Europe pour découvrir notamment les grands musées d'Italie ou de France. Donc, à l'âge de 18 ans, Sonia Terk décide d'étudier les beaux-arts en Allemagne à Karlsruhe, et puis elle rejoint la ville artistique par excellence, Paris, en 1906, s'inscrivant donc à l'Académie de la Palette, où suivent des cours, où de nombreuses jeunes filles russes suivent des cours, et elle quitte très rapidement donc cette académie pour s'installer dans son propre atelier. Et ici, vous voyez un des premiers tableaux peints par Sonia Terk en 1907. Donc la jeune femme a 22 ans. Et qui témoigne de ce double héritage, l'héritage à la fois russe ou russo-slave, que l'on retrouve ici dans ce traitement très appuyé et déjà très maîtrisé de la couleur, cette manière aussi de porter à l'avant du tableau une figure toute primitive, qui fait songer donc aux icônes russes qu'elle affectionnait particulièrement. Et puis un autre héritage, ou plutôt une assimilation, qui est l'assimilation du langage moderne, la peinture moderne parisienne, celle qui, issue de l'impressionnisme, a forgé les bases du fauvisme. Et là, on retrouve notamment dans cette peinture l'influence de Van Gogh dans ce traitement des couleurs et de Gauguin dans le cloisonnisme, c'est-à-dire ce cerne qui contourne la figure pour enfermer la couleur, mais aussi pour mieux la faire ressortir à l'avant du tableau. Une autre peinture très importante de l'époque est le nu jaune, qui témoigne de son appartenance à l'expressionnisme européen et en particulier allemand, puisque l'on peut penser ici à certains tableaux contemporains de Kirchner et du groupe Die Brücke, sans savoir si l'artiste en avait réellement connaissance, mais on note ici encore une grande maîtrise de la couleur et déjà une certaine propension au décoratif, ici notamment dans ce motif du tapis, un tapis kilim sur lequel semble flotter le modèle.
Cette peinture a été exposée à Paris dans une galerie, une petite galerie parisienne, mais néanmoins déjà célèbre, la galerie de Wilhelm Uhde, un galeriste d'origine allemande qui sera l'un des premiers à exposer Picasso à Paris et qui présente donc les travaux de Sonia Terk. Donc en 1908, la jeune femme est reconnue comme une peintre à part entière. C'est assez important de le souligner parce que nous allons voir que les choses vont changer à partir de l'année suivante. Je n'insiste pas trop sur les liens qui ont uni Sonia Terk et Wilhelm Uhde, qui se sont donc mariés amicalement pour permettre à Sonia de rester vivre en France, puisque une jeune fille non mariée ne pouvait pas rester vivre pendant des années dans cette ville pervertie qui était Paris au début du siècle. Et Wilhelm Uhde, qui était homosexuel, pouvait ainsi, de son côté, rassurer sa famille. Donc c'était un pur mariage de convenance entre les deux jeunes gens qui ont permis donc à Sonia de rester vivre à Paris. On note déjà comment l'artiste se pose à rebours des conventions bourgeoises pour tenir le cap de son projet artistique. En 1909, Sonia rencontre Robert Delaunay, donc un jeune peintre français, autodidacte, qui n'est passé par aucune école des beaux-arts et qui s'est formé dans des ateliers de décors de théâtre à Belleville. On note ici, dans cette peinture de 1909, combien le peintre a lui aussi assimilé la nouvelle peinture, la peinture d'avant-garde, donc celle qui est issue donc de la peinture impressionniste et surtout post-impressionniste du XIXe siècle, mais aussi les débuts du cubisme parisien, dans ce traitement du visage par facettes, et déjà un début de négation de la couleur, notamment donc au niveau du visage. Alors les deux jeunes gens se rencontrent et dès 1909, Sonia Delaunay se met en retrait. Se met en retrait de la peinture. Et cette mise en retrait, cette mise à l'écart de la peinture va durer 3 années, pendant lesquelles l'artiste va revenir à des travaux plus traditionnels, des travaux féminins, des travaux d'aiguille que l'on pourrait qualifier d'exercices féminins, comme cette broderie de feuillage qui, cependant, on le voit, n'a rien de conventionnel dans la manière dont l'artiste lance le point de façon tout à fait dynamique et qui peut rappeler d'une certaine manière la touche directionnelle utilisée par Cézanne dans ses aquarelles. D'ailleurs, le sujet lui-même et le traitement coloriste fait songer donc à Cézanne. Et puis, il y a la couverture de berceau que l'artiste va composer pour son fils Charles, né en début d'année 1911, et qui la ramène en quelque sorte à ses origines slaves, puisque ici, l'artiste copie un geste artisanal qui est celui donc des paysannes russes qui réemployaient des morceaux, des chutes de tissu pour les coudre les uns aux autres et ainsi créer donc des couvertures, des nappes, des rideaux, des textiles d'usage. Donc c'est un geste purement artisanal, spontané, à des finalités toutes domestiques. Il s'agit de couvrir le berceau de son fils. La couverture, dans les années 50, sera tendue sur un châssis par l'artiste, accrochée au mur et présentée comme sa première œuvre abstraite. Mais en 1911, le geste est, à mon avis, tout autre. Il anticipe les recherches picturales menées par Robert Delaunay à partir de la couleur. Donc on voit que Robert
grâce à Sonia, très certainement, revient à l'étude de la couleur et va même en faire le moyen principal de sa peinture. C'est donc la naissance du simultanisme. Ce courant défini et théorisé par Robert Delaunay, qui s'inscrit dans ce contexte de rivalité artistique où naissent un grand nombre de courants en isthme, et il s'agit pour chacun des artistes, bien sûr, de se distinguer du cubisme, du futurisme, du vorticisme. Et donc Robert Delaunay crée le simultanisme. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un courant qui fait référence par son nom à la théorie des contrastes simultanés des couleurs de Michel-Eugène Chevreul, qui était un théoricien de la couleur. Donc on voit qu'ici, il y a vraiment cette idée d'insister sur le traitement particulier qui est concédé à la couleur, qui va remplacer tous les moyens traditionnels de la représentation, à savoir la ligne, la perspective et bientôt le sujet, puisque le simultanisme fait partie des premiers courants de l'abstraction. Et puis le simultanisme renvoie aussi à cette idée de simultanéité, cette notion d'espace-temps qui est propre à cette époque et qui colle finalement au monde moderne auquel appartiennent les Delaunay. C'est un monde cosmopolite, c'est un monde où tout va plus vite, c'est-à-dire que les moyens de communication, les moyens technologiques connaissent de grandes avancées. Et donc, le simultanisme contient cette notion de fièvre et de dynamisme qui participe donc à la modernité, une modernité très parisienne. Donc, Sonia reprend la peinture en 1912 et vous voyez combien ses travaux sont proches de ceux de Robert Delaunay. La peinture est déjà presque non figurative, même si évidemment on peut associer le cercle à un astre, l'astre solaire notamment, et cette forme ici, cette silhouette rappelle celle de la tour Eiffel, mais nous nous rapprochons de l'abstraction. Dans une définition du simultanisme, Robert Delaunay célèbre la naissance d'une esthétique nouvelle et représentative de l'époque qu'il envisage, au-delà de la peinture, comme la construction formelle totale, esthétique de tous les métiers. Deux points, ameublement, robes, livres, affiches, sculptures, etc. Donc on voit que dans sa définition, et l'une des premières définitions du simultanisme, Robert Delaunay conçoit ce mouvement non pas uniquement comme un mouvement pictural, mais comme un mouvement qui va au-delà de la peinture pour toucher justement à tous les domaines de la vie quotidienne. Et en effet, parallèlement à ces peintures, Sonia Delaunay commence donc à coloriser tout son espace domestique, en commençant donc, on l'a vu par la couverture finalement, qui anticipait ses travaux, mais aussi le coffre à jouets, donc de son fils Charles, qu'elle peint de couleurs vives, les reliures d'ouvrages de sa bibliothèque, donc des ouvrages qu'elle affectionnait particulièrement, comme par exemple un numéro de la revue d'Ersturm ou des recueils de poèmes, poèmes d'Apollinaire, poèmes de Sandrard, donc une poésie tout à fait moderne, comme ici avec cette reliure des Pâques à New York, constituée donc de collages de textiles et de papier colorés, suivant le même langage appliqué à la peinture à cette époque. Et on le voit dans cette photographie prise rue des Grands Augustins vers 1913-1914. C'est tout l'appartement, tout l'environnement domestique qui est ainsi habillé de couleurs et les objets, abat-jour, coussins, mais aussi les premiers habits simultanés répondent aux peintures qui sont accrochées au mur. Ici, au fond, un exemplaire de la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, qui est un chef-d'œuvre de cette époque, qui est l'invention d'une nouvelle catégorie, c'est-à-dire que c'est à la fois une poésie-peinture ou une peinture-poème, qui a été donc créée à quatre mains par Blaise Sandrard et Sonia Delaunay.
Sonia donc, a répondu au magnifique poème de Sandrard qui raconte son voyage en train depuis Moscou jusqu'à Paris et auquel donc l'artiste répond par cette frise oblongue d'entrelacs colorés qui mime en quelque sorte la déambulation en train et qui s'achève par le seul motif figuré qui est ici donc la Tour Eiffel, Paris. Donc vous notez aussi, alors ça n'est pas du tout à l'échelle, mais ici le prospectus qui annonce l'apparition de cette peinture poème. Donc un moyen et un mode de publicitaire, et nous allons voir combien les Delaunay vont jouer justement sur ces moyens de diffusion du simultanisme. C'est à cette époque que Sonia Delaunay conçoit pour la première fois le logo, en quelque sorte, le label simultané, atelier simultané. Donc vous voyez atelier au pluriel, mais simultané apparaît ici comme un générique. Et avant la Première Guerre mondiale, ce mot simultané va devenir synonyme de Delaunay. On le retrouve un peu partout dans la littérature contemporaine, utilisé aussi parfois par d'autres artistes qui essaient de se revendiquer de ce courant simultaniste. Vous notez aussi les dimensions tout à fait cosmopolites de ce courant, qui rayonne depuis Paris jusqu'à New York, Pétrograd, Tokyo, Londres et Berlin. Comme le dit Blaise Sandrard, un peu plus tard, le mot simultané est un terme de métier, comme béton armé en bâtiment, comme sublimé en médecine. Delaunay l'emploie quand il travaille avec tour, port, maison, homme, femme, joujou, œil, fenêtre, livre, quand il est à Paris, New York, Moscou, au lit ou dans les airs. Le simultané est une technique, la technique travaille la matière première, matière universelle, le monde. Alors, Sandrard parle de Delaunay, donc Robert Delaunay, mais on le voit déjà dans ses premiers travaux, c'est Sonia qui travaille à cette expansion chromatique du simultanisme, à la fois dans un cadre domestique, mais aussi dans un cadre plus large, c'est-à-dire dans le monde urbain. Car le projet d'esthétisation par le simultanisme des Delaunay est très large, puisque leur projet, c'est aussi de coloriser la ville entière par différents moyens, et à commencer par les affiches publicitaires. Donc ici, vous avez un projet d'affiche qui est resté à l'état de projet, donc pour la marque de montre Zénith, avec un très joli poème de Sandrard. Mais il y a aussi et surtout donc les costumes simultanés que confectionne Sonia Delaunay à partir de 1913 et qu'elle porte, ainsi que Robert et leurs amis, dans la ville, dans les vernissages ou pour aller danser au bal Bullier. Il y a, avec cette idée de concevoir un costume de manière tout à fait artisanale et spontanée, puisque on est dans le prolongement de la technique du patchwork appliquée à la couverture de berceau. Sonia Delaunay assemble différentes étoffes de couleurs et de textures variées, pour constituer donc une robe qui aussi ne suit pas du tout les canons de la mode actuelle. C'est une robe dans laquelle elle peut librement déambuler et notamment aller danser le tango au bal Bullier. Avec cette idée donc de porter un habit coloriste, il y a cette idée de promouvoir le simultanisme, de le promouvoir dans un cadre autre que celui des musées, des salons ou de l'appartement même des Delaunay. L'idée, c'est de l'amener à l'extérieur et qu'il soit visible par tous. Donc c'est vraiment un moyen d'autopromotion du simultanisme, un moyen très moderne de faire la publicité de ce nouveau courant.
Et ici, donc, le Balbulier, qui est une peinture magistrale de 3 mètres de large, on retrouve cette idée donc de l'habit de lumière, de l'habit qui permet donc de faire danser les couleurs, hein, puisque le simultanisme est un mouvement qui met la lumière en couleur, mais aussi en mouvement. Et donc, on a cette idée de dynamisme qui est notamment permis par ces 3 globes électriques qui éclairaient donc la salle de danse du Balbulier parisien. Ici, l'artiste portant l'une de ses robes. Et à l'arrière, on reconnaît le disque, premier disque de Robert Delaunay, peinture totalement inobjective. Donc là, on est vraiment dans la naissance de l'abstraction et à laquelle répond Sonia Delaunay avec brio, avec les prismes simultanés, donc une grande peinture de 2,40 m par 2,40 m, qui est une peinture là aussi non figurative, même si l'on peut retrouver certains éléments figurés, comme ici peut-être un personnage en habit simultané ou des astres lumineux, mais on voit bien que la peinture repose sur un moyen unique qui est celui de la couleur mouvement. Et vous reconnaissez peut-être ici, vous identifiez peut-être ce qui est donc une copie du prospectus de la prose du Transsibérien qui est peint directement dans la peinture, et lorsque la peinture est accrochée, donc assez basse, on retrouve vraiment le prospectus à hauteur des yeux. Donc on ne peut manquer de regarder, d'observer ce prospectus qui renvoie bien sûr à d'autres projets simultanés et à la prose, et en fait bien sûr la publicité. Alors, vous voyez un peu ici comment se définit dans ces premières années et comment se met en place cette idée du métier simultané, qui est un métier multiple, pluridisciplinaire et opéré essentiellement par Sonia, théorisé par Robert Delaunay. Alors, à cette époque, les critiques font rarement mention du travail pictural de Sonia Delaunay. On observe, et même chez les critiques les mieux avertis, les plus informés, une sorte non pas de dédain, mais en tout cas de désintérêt à l'égard de la peinture de cet artiste, préférant considérer les travaux picturaux de Robert. À cette époque, par exemple, les prismes simultanés qui ont été exposés au Salon des Indépendants de 1914 sont très peu commentés. Le Balbulier, que je vous ai présenté à l'instant, a été exposé à Berlin au Salon d'automne en 1913, dans une salle entièrement consacrée au Delaunay, où Robert exposait une vingtaine de peintures, Sonia 4 peintures dont le Balbulier, des projets d'affiches, des reliures et quelques objets. Eh bien, Guillaume Apollinaire, qui en a fait la critique et qui connaissait très bien les Delaunay, qui était très proche d'eux, va bien sûr commenter les peintures de Robert Delaunay, mais ne va signaler que les petites choses attachantes de Sonia Delaunay. Donc on voit déjà comment le fait d'aller vers d'autres médiums artisanaux, décoratifs, appliqués, va nuire en quelque sorte à la reconnaissance de cet artiste, même si il va favoriser le projet simultaniste en lui-même. Alors je vais passer un peu rapidement sur la période espagnole, puisque Martha va nous en parler plus précisément tout à l'heure, mais juste un petit rappel sur le fait que les Delaunay se trouvent donc en Espagne, à Fontarabie, lorsque la guerre éclate. Et Robert s'étant fait réformer, il décide donc de rester vivre en Espagne, puis au Portugal, puis reviennent en Espagne pendant 7 années. 7 années où ils vivent donc en dehors de Paris et poursuivent leurs recherches sur cette traduction de la lumière par la couleur et sur différents supports. On voit ici, par exemple, combien Sonia Delaunay poursuit ses recherches sur la couleur mise en mouvement au travers de sujets plus figurés, et notamment la série des chanteurs de flamenco,
qui va l'amener à contribuer en 1917 à collaborer avec les ballets russes. En 1917, les Delaunay se retrouvent à Barcelone avec Serge Diaghilev et sa troupe au moment même où la révolution russe éclate. Ce qui va avoir deux conséquences assez importantes pour les Delaunay. La première, c'est que donc à proximité de Diaghilev, ils vont participer donc à ce ballet Cléopâtre, Sonia en réalisant les costumes et Robert le décor. La scène est probablement le lieu idéal de rencontre des arts, de synthèse des arts, puisque se mêlent donc à la peinture l'expression musicale, la danse, les notions de décor, de monumentalité, de théâtralité. Donc c'est en quelque sorte une forme d'aboutissement dans cette recherche de synthèse des arts menée par les Delaunay. Et puis, la Révolution russe va faire perdre à Sonia Delaunay les rentes immobilières qu'elle percevait jusqu'alors depuis la Russie par sa famille. Donc, elle va devoir trouver de nouvelles ressources économiques et elle décide d'ouvrir à Madrid la Casa Sonia, qui est donc une forme de commercialisation de tous les projets qu'elle avait pu réaliser jusqu'à présent de façon tout à fait spontanée et non, à l'époque non commerciale. Donc oui, là, c'est une carte de visite un peu tardive qui marque le retour de l'artiste à Paris, où elle tient encore sa boutique à Madrid. Donc je passe à nouveau sur ces années de commerce donc à Madrid pour vous montrer simplement cet article signé par Ramón Gómez de la Serna, le poète espagnol, qui, vous le voyez, présente le simultanisme de Robert Delaunay et Sonia Terc. Donc le poète insiste ici sur et souligne les origines russes de l'artiste, mais vous voyez, rien que par l'image, comment s'opère la distinction entre, d'une part, Robert le peintre, et d'autre part, Sonia, l'artisane, celle qui réalise donc des créations textiles, des objets, ses premières céramiques peintes, des travaux d'affiches, et bien sûr, il y a la robe simultanée. Donc on voit ici comment le simultanisme est promu, et même beaucoup soutenu par la critique de l'époque, mais on fait vraiment la distinction entre, d'une part, Delaunay, qui est un théoricien, le peintre, l'artiste en quelque sorte, et puis Sonia, dont le langage relève davantage de l'univers textile et décoratif. Les Delaunay rentrent à Paris en 1921 et décident donc de prolonger l'aventure commerciale en ouvrant une boutique à Paris qui est redevenue, après la guerre, capitale des arts, mais aussi capitale de la mode. Et on le voit dès l'arrivée, dès l'installation boulevard Malesherbes, de ce qui va devenir l'atelier boutique des Delaunay pendant plusieurs années, Sonia va réaliser tout l'aménagement, toute la décoration intérieure du lieu, c'est-à-dire tapisserie, le mobilier qu'elle dessine et qu'elle fait recouvrir donc de tapisserie, les coussins, le tapis et divers objets encore. On est vraiment dans cette idée d'expansion totale du simultanisme sur tous les objets de la vie quotidienne. À cette époque, et pour justement réintégrer les milieux d'avant-garde, Sonia Delaunay est très proche du groupe Dada, et notamment de Tristan Tzara. Et je vous montre ici cette photo prise aussi dans l'appartement, avec à l'arrière une porte poème. Donc les Delaunay avaient invité différents poètes à peindre directement quelques vers sur les murs de l'appartement.
Et ici, c'est donc Robert Delaunay dans l'entrée de l'appartement, avec par exemple cette porte peinte par Vladimir Mayakovsky, et à l'arrière, un rideau brodé à la main par Sonia Delaunay à partir d'un verre de Philippe Soupeau. Donc on voit ici comment mode et avant-garde se croisent au cœur d'un même lieu, qui est donc le salon des Delaunay, où l'artiste va recevoir sa clientèle pour proposer donc ses modèles, ses créations vestimentaires. Elle participe aussi à certaines créations Dada, donc toutes les soirées russes, notamment organisées par Iliazd, et puis bien sûr la célèbre pièce de Zara, Le cœur à gaz, en 1923, en dessinant donc deux costumes avant-gardistes. En 1924, elle ouvre donc l'atelier simultané au cœur de l'appartement du boulevard Malesherbes. Je vous montre ici ces deux photographies prises par Germaine Kroul dans l'atelier simultané, qui mettent vraiment en scène l'artiste, ici donc en habit simultané, avec une étoffe simultanée, et devant ses projets graphiques qu'elle vend, qu'elle cède à des soyeux lyonnais ou des grands magasins pour les faire imprimer. On note dans les cartes de visite qu'elle diffuse à cette époque l'importance et la manière dont elle fait la réclame des objets qu'elle compose, des créations vestimentaires. Il s'agit véritablement de modèles d'art. On est toujours dans cette idée, dans ce mélange et ce croisement entre art et mode. C'est-à-dire que chez Sonia Delaunay, comme chez la plupart des Russes, les Amazones russes notamment, qui elles aussi beaucoup travaillent dans le domaine du textile, il y a une véritable équivalence entre les arts, entre les médiums, et il n'y a pas de distinction de genre à faire entre la peinture, le textile et la mode. Ce que soulignent les cartes de visite, et en particulier celle-ci, où Sonia Delaunay est présentée ici par ce petit portrait où on voit qu'elle a adopté la coupe garçonne, très à la mode, très en vogue à Paris dans les années 20, et on voit qu'elle présente sur un même plan sa mode, ses tableaux et ses tissus. Donc vraiment dans ce principe d'équivalence complète entre peinture et arts appliqués. Peinture qui est beaucoup moins traitée à cette époque. L'artiste est vraiment à la tête de sa maison. C'est une femme d'affaires. Robert Delaunay est assez peu engagé dans les affaires commerciales de la maison Sonia Delaunay. Donc elle a peu de temps pour peindre, mais néanmoins elle continue, comme on le voit ici dans cette mise en scène, et comme surtout le montre la très belle peinture du musée Thyssen-Bornemisza des robes simultanées. On note que les rares peintures de cette époque renvoient véritablement à l'univers de la boutique simultanée, toujours dans ce principe d'équivalence, puisque notamment le manteau, ici, la robe qui est figurée au centre de la composition, renvoie au somptueux manteau brodé pour Gloria Swanson au milieu des années 20. Là, je vous montre quelques vues de l'exposition donc, que nous avions organisée à Paris, au Musée d'Art moderne de la ville, où nous avions présenté et réuni un ensemble de créations à la fois graphiques et textiles, vestimentaires, réalisées dans le cadre de la maison Sonia Delaunay, et qui montrent, je crois, toute la richesse de ces recherches, la richesse graphique en termes d'exploration. Et tout à l'heure, Matteo De Monti-Deleu pourra vous parler plus avant, notamment de toutes ces recherches graphiques effectuées pour les magasins Metz & Co, qui constitue une collaboration tout à fait particulière entre l'artiste et la famille Deleu. Et puis, on le voit, toutes sortes de recherches, à la fois en termes de graphisme, mais aussi de supports, de matériaux, de textures. Par exemple, ici, au fond de cette vitrine, il s'agit d'une soie peinte à la main,
donc un morceau d'un mètre carré environ, tout à fait extraordinaire, qui côtoie des étoffes en soie, en lin, en laine imprimée, qui sont tous d'une modernité absolument éclatante. Hein. On croirait ici avoir sous les yeux des textiles d'aujourd'hui, tout à fait contemporains. Donc je vous montre encore quelques vues, avec ici par exemple ces costumes de bain portés par l'artiste elle-même, donc Sonia, en compagnie de Sophie Tauber-Harp, une autre artiste femme et femme d'artiste, dont on pourrait également souligner l'importance au XXe siècle, bien que celle-ci ait été très longtemps minorée. Et puis, ou encore ici, ces bonnets d'automobilistes portés donc par la femme moderne, la garçonne, qui désormais conduit, et on le voit ici dans cette mise en scène prise à l'occasion de l'exposition internationale des arts décoratifs en 1925. Alors, Sonia Delaunay voulait vraiment répandre toutes ces couleurs, tous ces travaux dans le domaine de la vie quotidienne et qu'elles soient accessibles à tous et à toutes. Mais il faut quand même souligner que les techniques appliquées par l'artiste sont très artisanales et donc très coûteuses. Et donc finalement, les créations vestimentaires de la maison Sonia Delaunay étaient réservées à une élite. C'était vraiment toute l'élite mondaine parisienne de cette époque, constituée d'acteurs, d'actrices, d'artistes ou d'architectes. Même si, en effet, le projet était vraiment d'introduire, comme vous le voyez ici, l'art vivant dans la vie quotidienne. Je montre juste quelques visuels aussi de la vitrine simultanée présentée en 1925 à Paris à l'exposition internationale pour souligner combien les moyens de communication continuent d'être modernes dans les années 20, notamment grâce au soutien ici de Robert Delaunay. On voit comment l'artiste composait ses devantures comme des tableaux purement abstraits. Vous voyez qu'il n'y a pas de mannequin traditionnel qui porte les manteaux. Le manteau ici est posé à plat, et rappelle étrangement la peinture du Thyssen où les robes sont présentées de manière totalement plane. Il y a aussi les films colorisés, et notamment cette pépite trouvée donc dans les préparatifs de l'exposition parisienne, un film donc breveté par Robert Delaunay qui présente les robes et tissus simultanés de Sonia Delaunay dans des mises en scène très amusantes de quelques minutes, où l'on retrouve donc les mannequins de l'époque déroulant les textiles, présentant les créations vestimentaires dans un contexte qui renvoie bien sûr au simultanisme lui-même. Et le petit film se termine avec donc ces images de Sonia Delaunay immergées donc par ses propres textiles. Il y avait aussi donc la vitrine de 1924, vitrine totalement abstraite, non figurative, mobile, qui présentait donc les tissus en mouvement. Une présentation que nous avions reconstituée à Paris aussi en 2014 et à Londres à partir de rééditions de textiles. Ou encore ce mannequin dessiné par André Vigneault en 1928, associé donc à une étoffe simultanée. Et bien sûr, le cinéma, moyen de diffusion extraordinaire à cette époque et auquel participent les Delaunay. Vous voyez ici que l'ensemble du décor a été réalisé par l'artiste, ainsi que certains costumes, comme ce costume de la danseuse roumaine Lisica Codreanu. J'arrive un peu à la fin de ma communication. Donc vous voyez un petit peu la richesse des recherches menées par Sonia Delaunay. À cette époque, Robert, lui, continue de peindre une peinture qui est peut-être moins d'avant-garde qu'elle ne l'a été dans les années 12-14, pendant que Sonia tient non seulement sa boutique, mais aussi, vous voyez, cherche vraiment à promouvoir de façon très large et à l'international les recherches liées au simultanisme.
Vous voyez cet article publié dans Für die Frau en 1927 par une journaliste très avertie qui connaissait très bien donc les Delaunay, mais qui là aussi présente de façon totalement assumée le couple Delaunay de façon finalement très convenue, très conventionnelle. Robert Delaunay est en haut donc de son escabeau devant sa peinture peignant une grande tour Eiffel. C'est donc le peintre, l'artiste, et Sonia est présentée dans son intérieur domestique, portant donc ses habits simultanés devant un de ses rideaux. Ici, on retrouve un des fauteuils simultanés et une vue de l'appartement lui-même ici-bas. Donc, on reste encore dans cette division donc des rôles, cette répartition des rôles, où Sonia Delaunay ne peut finalement revenir et être reconnue en tant que peintre. Et cette distinction des genres, finalement, va durer quasiment jusqu'à la fin du XXe siècle. Même si, au tournant des années 30, l'artiste va fermer la maison Sonia Delaunay, elle va continuer à poursuivre certaines de ses collaborations. Donc l'atelier simultané, finalement, va continuer d'exister quasiment jusqu'à la guerre, et même après, notamment dans sa collaboration avec Metz & Co. Mais dès les années 30, l'artiste revient à la peinture, et on le voit ici avec cette présentation des 3 panneaux réalisés pour le Pavillon de l'Air en 1937 à l'Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne. 3 panneaux qui font chacun 3 par 7 mètres de large, réalisés là aussi à plusieurs mains. Il s'agit d'œuvres collectives. Donc vous voyez aussi là encore la modernité des moyens promus par les Delaunay. Bon, c'est l'époque aussi où le gouvernement français promeut cette idée d'un art social, d'un art mural qui voit la collaboration de différents artistes. Eh bien, les Delaunay se mettent à la tête d'un atelier de peintres avec lesquels ils vont concevoir leurs grands panneaux décoratifs. Et puis, en 1941, pendant la guerre, Robert Delaunay meurt et Sonia donc, va lui survivre pendant plus de 40 ans, avec pour double objectif, de faire reconnaître Robert Delaunay et de s'assurer de sa reconnaissance en tant que pionnier de l'art abstrait, et deuxièmement de reprendre la peinture. Et on le voit ici avec cette peinture magnifique, l'Affreux Jojo, peint en 1947. On voit comment l'artiste renouvelle son langage pictural et combien justement toutes ces recherches graphiques, textiles lui ont servi pendant toutes ces années, puisque là, elle utilise vraiment cette technique du patchwork en assemblant 3 compositions en une seule. Et il n'y a aucun élément de rupture dans le tableau. Ces 3 éléments fusionnent dans une pleine harmonie de forme, mais aussi harmonie de couleurs. Elle rejoint également tous ces groupes utopistes qui cherchent eux aussi à atteindre cette synthèse des arts. On est vraiment dans cette période de la reconstruction d'après-guerre où les architectes veulent collaborer avec des peintres, des décorateurs, des sculpteurs dans le cadre de grands projets architecturaux. Et donc Sonia Delaunay va rejoindre notamment le groupe Espace et coopérer en colorisant par exemple certaines bibliothèques dessinées par Charlotte Perriand pour la maison de la Tunisie à la cité universitaire, ou en réalisant certaines mosaïques qui, comme vous le voyez, répondent parfaitement aux peintures de cette époque. Encore une vue. Et cette quête de synthèse qui à la fois colle complètement à ce siècle des modernités où beaucoup d'artistes ont cherché à faire sauter les clivages entre les catégories d'art, entre les beaux-arts et les arts décoratifs, ont cherché à aller vers cette fusion, cette réunion des arts. On voit que Sonia Delaunay la poursuit jusqu'à la fin de sa vie,
par le biais de projets textiles, de création de tapis, de tapisseries, notamment pour les magasins Arcurial. Donc il y a eu vraiment une espèce de constance dans ce geste et toujours avec un grand renouvellement. En 1967, le Musée national d'art moderne de Paris consacre une exposition rétrospective à l'artiste qui vient d'effectuer une grande donation à l'État français d'œuvres de Robert et d'elle-même. Donc c'est en quelque sorte la consécration de cet artiste qui est même invité sur les plateaux télé français, comme vous le voyez ici, donc dans ces 4 vues extraites de l'émission Les 4 temps. Vous reconnaissez peut-être ici Jacques Dutronc, tout jeune à l'époque, qui fait donc l'interview de cette grande dame de l'art français, qui est Sonia Delaunay, qui a toujours un accent russe très prononcé et qui raconte comment elle fréquentait au début du siècle Apollinaire et Sandrard. Et un peu plus tard dans l'émission, Françoise Hardy, qui porte donc une robe dessinée dans les années 20 par Sonia Delaunay, est réinterprétée par Marc Bohan, directeur artistique des magasins Dior, chante Comment te dire adieu dans un décor qui est une sorte de remake des projets décoratifs de Sonia Delaunay. Donc on voit ici comment l'artiste atteint une certaine reconnaissance qui est liée donc à cette exposition organisée par l'État français, comment ces textiles continuent finalement de résonner dans l'air du temps. Ils sont extrêmement contemporains, mais pour autant, on voit comment cette association lui a aussi desservi, puisque finalement, il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'elle soit reconnue comme une peintre, et notamment une des pionnières de l'art abstrait à part entière. Donc ici, je voudrais juste conclure en soulignant à nouveau les origines russes de l'artiste qui, jusqu'à la mort de Robert Delaunay, a signé la plupart de ses travaux Sonia Delaunay-Terk, donc vraiment en soulignant elle-même ses origines russes qui permettent de comprendre aussi cette volonté de synthèse des arts, cette volonté de théâtraliser la vie par la couleur, qui renvoie à ses origines slaves. Comment ce statut d'artiste femme, qui était déjà difficile à l'époque, mais en plus de femme d'artiste, a été à la fois pénalisant, mais en même temps a permis de promouvoir ce mouvement du simultanisme comme un mouvement singulier dans l'histoire des courants d'avant-garde. Comment ce langage finalement prolongé, poursuivi toute sa vie, s'est constamment renouvelé, adapté donc aux circonstances, avec une modernité, je crois, une poésie qui continue de fasciner grand nombre de contemporains aujourd'hui. Qu'il s'agisse des historiens de l'art, mais aussi des artistes, des créateurs de mode ou encore des designers. Voilà, je vous remercie. Non. A mí, no sé, puedo intentar formularla en español la pregunta, no sé si se oye. Me interesa mucho el vínculo con Rusia del artista y cómo... No, enciendo. Ou là peut-être, Martin. Vale.
No, la pregunta que yo le quiero formular es como una cosa que ha ido durante los meses de preparación de la exposición y durante estos meses de la exposición en Madrid. No he parado de preguntarme hasta qué punto esos orígenes rusos están en la base de su concepción artística y de hecho ha habido estudios que han relacionado a Sonia Delaunay con otras artistas rusas que también trabajaron en París, como Alexandra Exer o Goncharova, esa idea de llevar el arte más allá del lienzo como base para que estuviesen sus orígenes en esa noción del arte y luego llevándolo más allá, hasta qué punto eso condiciona lo que es toda su faceta artística en los años 20. Porque hay también coincide también que hay muchas de esas artistas que aparentemente abandonan o prácticamente abandonan la pintura. Y hasta qué punto eso puede estar condicionado con la corriente que está llegando también de Rusia, del constructivismo, que tiene pues, de la Bauhaus, todas esas ideas de crear un arte para la vida, de que el arte llegue al arte popular y de esa manera cambie la vida, ¿no? Es un poco... Es una reflexión que no sé cuál es la idea que tú tienes sobre esto. Me gustaría que nos lo explicases un poco. Oui, merci beaucoup pour cette question. En effet, les origines russes de Sonia Delaunay permettent d'expliquer non seulement cet attrait pour, d'une part, la couleur, d'autre part, pour tous les supports artistiques, tous les supports à prendre finalement, et auquel elle va toucher donc à partir de 1911 jusqu'à la fin de sa vie, comme d'autres artistes, et notamment d'autres artistes femmes. On note en Russie la présence et la reconnaissance de nombreuses Amazones de l'avant-garde russe. Vous venez de citer Alexandra Exter, il y a en effet Natalia Goncharova, Lyubov Popova, il y a un grand nombre d'artistes et qui, elles aussi, vont venir à Paris et qui souvent, notamment dans les années 20, vont s'associer à des maisons de couture, des maisons de mode pour subvenir à leurs besoins, mais aussi parallèlement à leur propre création. Ce qui montre bien que c'est un geste qui n'est pas seulement commercial, entre guillemets, mais qui se fait assez naturellement pour ces artistes d'origine russe. D'associer mode et peinture n'est pas du tout quelque chose d'incongru pour ces artistes. Et donc Sonia Delaunay, qui est, même quand elle est encore en Espagne, sait très bien quels sont les artistes qui reviennent donc à Paris, qui s'installent, qui commencent à travailler dans l'univers de la mode, et d'autre part, elle est encore en lien avec la Russie et donc tous les bouleversements qui s'y opère depuis la Révolution russe, grâce notamment à un poète, le poète Smirnov, qui continue d'informer Sonia Delaunay de ce qui se passe sur le plan politique, mais aussi artistique. Donc, elle est parfaitement au courant donc des recherches menées par les constructivistes, dont elle va en quelque sorte s'inspirer elle aussi à son retour à Paris dans ce projet de démocratiser la mode. Il y a vraiment, alors elle n'y est pas arrivée, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, ce projet est resté à l'état d'utopie, parce que les procédés, comme je disais tout à l'heure, étaient beaucoup trop artisanaux. Elle n'était pas à la tête d'une industrie, mais d'une petite maison de couture, employant quelques brodeuses, quelques couturières, mais dans l'idée, en effet, elle a essayé, elle aussi, comme les constructivistes, de mettre l'art au service du peuple. Alors évidemment, dans un contexte parisien qui est très différent de celui de la Russie de cette époque. Paris, dans les années 20, c'est un Paris très mondain, très luxueux, et la clientèle, comme nous l'avons vu, comme j'en ai parlé très rapidement de Sonia Delaunay, c'est une clientèle très riche, très fortunée.
Donc, il y a un paradoxe entre les objectifs, mais qui néanmoins voulait vraiment être poursuivi par cette artiste, et puis la réalité où elle était confrontée à un monde qui était le monde de la mode et du luxe. Donc, voilà, je pense que on est dans ce réseau à la fois d'influence, de perméabilité que l'on retrouve chez d'autres artistes russes à cette époque. Vale? Bon, muchas gracias.